Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la plateforme webinaire pour suivre un nouveau rendez-vous expert Keox. Alors aujourd'hui, nous accueillons Alain Pevot qui propose pour ce webinaire le thème du Smart Building, intitulé le Smart Building pour un bâtiment durable et désirable. Alain Pevot est architecte de formation et titulaire du MBA spécialisé Smart City, Smart Energy et Management des écoquartiers de l'Institut Léonard de Vinci. Il a une expérience de 30 ans dans la diffusion des solutions de CAO, SIG et systèmes de gestion technique et énergétique de patrimoine immobilier. À noter que Alain Pevot est auteur d'un article sur le thème du Smart Building, publié dans le numéro 88 de la revue des dossiers techniques de la construction, donc qui est paru fin de l'année 2022, des éditions du Moniteur, revue qui est accessible en papier et sur keox.fr pour tous les abonnés de la plateforme Keox. Un nouvel article de Alain Pevot est à paraître aussi dans le prochain numéro des dossiers techniques de la construction, intitulé cette fois-ci Nos territoires à ménager, développer un nouveau contact avec le vivant. Il paraîtra en décembre prochain. Juste avant de laisser la parole à Alain Pevot, je tiens à rappeler que vous avez la possibilité de poser vos questions sur la plateforme webinaire tout au long de la présentation. Veillez à bien les formuler sur le chat et je ferai au mieux pour poser une majorité d'entre elles à notre intervenant du jour en fin de présentation. Eh bien, je vous laisse la parole, Alain, et bonne présentation à vous. Merci Clément, merci beaucoup pour cette invitation et cette introduction. Et bonjour à toutes et tous, et merci de venir participer à ce webinaire. Je vais couper ma caméra pour vous laisser place à mon écran. Et tout d'abord, voilà. Ah ben voilà, ça, évidemment, le programme. Alors, le programme de ce webinaire, d'abord en préambule, on va se poser la question de ce qu'est vraiment un smart building. Puis on fera le tour de quelques solutions et services numériques, sans que ce soit bien sûr exhaustif. Ensuite, on abordera le low-tech et la frugalité des bâtiments, avec quelques exemples caractéristiques. Et je conclurai la présentation sur le thème de l'ambition d'une sobriété globale du bâtiment. Alors, c'est quoi un smart building? En règle générale et en première intention, on définit le smart building comme étant un bâtiment connecté et capable de communiquer. S'il est primordial qu'il permette la gestion automatisée de différents équipements, il doit avant tout se mettre au service d'une urbanisation durable. Que ce soit dans des revues scientifiques ou des documents grand public, de plus en plus d'objets et même de modèles ou d'objectifs managériaux se voient affubler du terme anglais SMART, qui traduit l'objectif intelligent, pour caractériser un esprit éveillé, brillant et fin, mais aussi la justesse, la clarté, parfois la simplicité, voire l'élégance de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, pour qu'un bâtiment puisse être qualifié d'intelligent, il doit répondre aux défis d'une société en mutation où les enjeux sont tout à la fois de nature, premièrement environnementale, sur le plan écologique. Il s'agit de la réduction des prélèvements de ressources non renouvelables et la régulation des prélèvements de ressources renouvelables, mais aussi la préservation de la biodiversité et le lien à la nature. Sur le plan du climat, il s'agit de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique. Sur le plan de l'énergie, il s'agit de la réduction des consommations d'énergie et l'efficacité énergétique du bâtiment, ainsi que la lutte contre la précarité énergétique. L'enjeu de nature sociale, il s'agit notamment de la mixité des relations, qu'elles soient sociales, intergénérationnelles, voire de genre. Le bien-être, la santé, la sécurité, notamment en termes de qualité de l'air intérieur, de confort d'été, d'apport lumineux, l'aménagement spatial, bien sûr l'accès à la nature, la prévention sanitaire, la gestion des accès, etc. Et en termes de diversification de l'offre, on parle de variation des typologies des entités au sein des logements, des commerces, des bureaux, l'adaptation des locaux communs aux besoins des usagers, par exemple la mutualisation des ressources ou des espaces, la flexibilité fonctionnelle des espaces, et ou même la démarche participative qui peut impliquer les usagers ou les habitants. Au plan économique,
le développement de filières courtes, par exemple avec l'emploi de matériaux locaux, biosourcés ou géosourcés. Le réemploi, il s'agit par exemple de réutilisation de matériaux de déconstruction et d'outils, mais aussi de revalorisation des déchets et des terres excavées. Et l'économie du partage et de la fonctionnalité, là, ce sera le développement de la valeur d'usage du bâtiment dont on parlera. Alors, comment programmer, concevoir, construire et exploiter le bâtiment de demain? Alors, pour réduire les effets néfastes de son impact conséquent dans la ville et les territoires, de nombreuses initiatives apparaissent sous la forme de solutions techniques, de processus méthodologiques, de services d'accompagnement ou de partenariat, toutes tournées vers le même objectif d'impliquer et de remettre l'usager au cœur du dispositif. Alors, tout d'abord, on va voir un certain nombre de solutions et de services numériques. Car au travers de la digitalisation du bâtiment engagée désormais depuis presque 2 décennies, le bâtiment poursuit sa mutation en intégrant des dispositifs techniques munis de capteurs, d'actionneurs et des réseaux de communication entre les différents équipements qui permettent la circulation des données. Afin de pouvoir traiter et interpréter ces données, tout en les sécurisant, plusieurs types de solutions sont mises en place, indépendamment ou de façon combinée et parfois complémentaires, pour offrir des cas d'usage bénéfiques. On va parler de jumeaux numériques, de Building Operating System, le BOS, ainsi que d'intelligence artificielle avec la blockchain ou le machine learning, et enfin les référentiels mis en place par la Smart Building Alliance, la SBA. Alors, ce qui concerne le jumeau numérique, l'éco-construction permet au bâtiment d'avoir un impact faible sur l'environnement tout au long de sa vie, et le BIM, le Building Information Modeling ou Management, c'est-à-dire la modélisation ou le management des informations bâtimentaires, eh bien, le BIM se révèle être un atout notable dès la conception, par la mise en œuvre de la méthode d'analyse du cycle de vie, la CV, qui prend en compte à la fois les matériaux et les moyens utilisés, l'extraction, le transport, mais aussi la maintenance en termes d'exploitation, d'entretien, de réparation, de rénovation, et même jusqu'à la déconstruction, par exemple, le recyclage des matériaux. Alors le BIM, qui n'est pas un logiciel, mais avant tout une méthode qui favorise la collaboration entre les différentes parties prenantes et sur toute la durée de vie du bâtiment, de sa programmation à sa construction, en passant par sa conception, sa construction et son exploitation, et qui en constitue la phase, donc l'exploitation, la phase la plus longue et sur laquelle les gains d'efficacité sont les plus importants. Le jumeau numérique est l'un des leviers de la lutte contre le changement climatique. C'est un véritable clone d'un ouvrage réel et il permet d'améliorer la gestion de son cycle de vie et il contribue aussi à l'économie circulaire. En phase de conception et de prototypage, il simule les comportements et les performances en les optimisant, notamment au regard des exigences environnementales. La construction de l'ouvrage est alors plus performante. En phase d'exploitation et de maintenance, il permet de s'ajuster aux comportements réels et d'anticiper les défaillances grâce aux capteurs intégrés notamment. Et en fin de vie, il anticipe l'obsolescence des matériaux et prépare les étapes de déconstruction. Le jumeau numérique permet de représenter la complexité des ouvrages et d'assurer leur pilotage en temps réel. Ça s'avère d'autant plus nécessaire à mesure que sa maturité augmente. Au premier niveau, un jumeau numérique est statique. C'est une maquette numérique qui est représentée à un instant T, qui permet d'estimer plus finement les quantités de matériaux nécessaires et le coût réel d'un ouvrage, permettant ainsi de réduire le bilan carbone. À un niveau avancé, le jumeau numérique est dynamique et interconnecté. Il peut échanger avec différents ouvrages et d'autres jumeaux numériques et permet aussi une gestion automatisée des systèmes, ce qui réduit l'énergie consommée. En conséquence, le jumeau numérique s'avère être un véritable allié dans la lutte contre le changement climatique en termes de réduction des matières premières et d'économie d'énergie.
Il permet aussi de vérifier comment réduire l'impact carbone à l'aide de matériaux réutilisables et de systèmes réversibles, et rend également possible l'intervention à distance. Et pour gérer le jumeau numérique commun, ainsi créé et partagé par tous, le BOSS, donc pour Building Operating System, c'est-à-dire le système d'exploitation du bâtiment, au même titre que Windows pour nos PC. Eh bien, le BOSS apporte la fondation digitale du bâtiment et il représente la chaîne de traitement logistique de la donnée, c'est-à-dire l'extraction, son transport, sa structuration, la fusion, la distribution, la sécurisation et enfin sa transformation. Il permet aussi de gérer toutes les sources de données en exposant une seule interface de programmation globale ou appelée API globale. Dans un livre blanc consacré au BOSS, la Smart Building Alliance, la SBA donc, en propose une définition commune et partagée. Alors, je la cite. Il est le cœur du système d'information bâtimentaire, le BIS, pour Building Information System. C'est un logiciel ou un ensemble de logiciels dit cœur de plateforme, un middleware. C'est ce qu'on voit ici à l'écran, la couche jaune qui paraît au milieu à l'écran. Donc, axé sur le bâtiment, qui organise, gère et partage le référentiel commun du bâtiment et met en œuvre les règles du contrat de gouvernance des données partagées. Donc ça, c'est la définition de la SBA. Et on voit ici à l'écran un exemple de schéma d'architecture du BOSS qui est extrait de ce livre blanc. Alors d'après Jérémy Bellec, qui est président de la société Spinalcom, et que j'ai interviewé et qui édite le BOSS Spinalcore, eh bien, il dit la limitation des capteurs et des connecteurs permet de réduire les coûts d'installation au profit de la multiplication de services de qualité. Et c'est bien là l'un des enjeux. Et afin de garantir la réussite du projet, il est nécessaire de faire appel le plus en amont possible de celui-ci à un expert intégrateur du BOSS, aussi dénommé MSI, pour Master System Integrator. Alors, le MSI dispose d'un large éventail de compétences et doit être en mesure d'interagir avec de nombreux experts spécialisés. Alors, des experts aussi bien métiers que SI, pendant et après la phase de déploiement du BOSS. Pour la société Valiant Data, qui est un autre éditeur qui a conçu le BOSS Linksper, le MSI est responsable du déploiement du BOSS et remplit les fonctions suivantes. 1. Il assure une gestion continue tout au long du projet, donc des phases préliminaires jusqu'à l'exploitation, et ce, avec une approche transversale. 2. Il coordonne les divers lots techniques en adoptant une perspective numérique axée sur les données. 3. Il garantit l'harmonisation entre les futurs services et l'infrastructure du bâtiment. Et enfin, il gère l'interface du BOSS avec les services tiers dans le respect des exigences de cybersécurité. Mais désormais, donc, la révolution numérique du bâtiment est aussi portée par l'intelligence artificielle pour améliorer l'adaptation aux besoins et aussi sécuriser les transactions de données. Tout d'abord, la blockchain du bâtiment, donc c'est une technologie fonctionnant sur la base d'un registre, donc une sorte de grande base de données décentralisée et permettant le stockage et la transmission ultra sécurisée d'informations entre les utilisateurs membres de ce registre et sans avoir à recourir à un intermédiaire. La blockchain ayant gagné en maturité, ses applications dans le secteur du bâtiment se multiplient dernièrement et par exemple pour équilibrer l'offre et la demande en matière énergétique, mais aussi pour de nombreux autres usages. Alors, par exemple, la plateforme Magma fait le lien entre BIM et blockchain. Elle permet la création d'actifs immobiliers digitaux à partir de ce qu'on appelle des NFT, donc les non-fungible tokens, c'est-à-dire des jetons non fongibles qui garantissent leur unicité.
Le NFT représente la version numérique d'une chose existant dans le monde réel. C'est un actif numérique unique qui ne peut pas être remplacé et qui peut être considéré comme un certificat d'authenticité. Alors dans cette plateforme, chaque partie prenante, propriétaire, gestionnaire, fournisseur de services ou locataire, va contribuer en fonction des droits d'accès qui lui sont accordés. Et ce qui est intéressant, c'est que toute donnée validée devient ainsi immuable et le jumeau numérique du bâtiment contient la documentation, alors tant contractuelle, ce qu'on appelle les smart contracts, contrats intelligents, et architecturale, c'est-à-dire la maquette numérique. En augmentant la fluidité et l'intégrité de l'information par un système de contrôle et de validation fiable et sécurisé, on va réduire à grande échelle les coûts opérationnels, énergétiques et l'impact carbone de la vie d'un bâtiment. Alors, je ne vais pas les énumérer tous, mais vous voyez à l'écran le schéma des gains d'une blockchain BIM qui sont présentés par Lutetium, qui est l'éditeur d'un boss qui s'appelle BIMchain. J'oublie, alors l'autre axe, oui, bien sûr, de l'intelligence artificielle que je vais présenter aujourd'hui, il y en a d'autres encore, bien sûr, c'est l'apprentissage automatique ou le machine learning. Il analyse les données en continu de manière totalement autonome afin d'en déduire les tendances. Les algorithmes de machine learning améliorent leur performance au fil du temps et permettent notamment de réaliser pour le bâtiment des prédictions, telles que la maintenance prédictive d'un patrimoine immobilier. Et je citerai par exemple la société Citovi, qui développe une technologie pour anticiper les risques et le vieillissement des immeubles. Son outil de simulation de décision, Predibat, appréhende la dégradation des constructions à l'échelle d'un bâtiment, voire d'un parc immobilier, dans une dimension écosystémique qui tient compte d'un ensemble de facteurs d'influence, usage, matériaux, etc. et qui crée de la valeur. Une conception plus durable, l'amélioration de la performance environnementale, l'économie sur les budgets de maintenance, le tout entraînant l'accroissement de la rentabilité des actifs immobiliers. Donc un bâtiment durable est un bâtiment rentable. Et l'intelligence artificielle peut contribuer à la sobriété par le biais notamment de la réduction de la consommation des ressources, de l'inclusion et de l'analyse des usages. Alors, les points sur les référentiels de la Smart Building Alliance. En répondant à la stratégie gouvernementale numérique et environnement de février 2021, qui porte l'ambition de faire converger les transitions écologiques et numériques, les outils digitaux dont on a parlé sont aussi des supports de services émergents pour le bâtiment et ses usagers. En ce sens, l'approche du label Ready to Service, donc R2S de la SBA, eh bien, il s'inscrit dans une démarche globale qui va partir de la connectivité du bâtiment pour aboutir aux services qu'il souhaite offrir. Donc, le cadre de référence R2S va décrire les conditions essentielles de communication entre les systèmes et les services. Et plus spécifiquement, le cadre de référence BIM for Value, il s'adresse à tous et pas seulement aux grandes sociétés ni aux seuls gros projets. Sa version 2 là, est une application SaaS, donc Software as a Service, accessible en full web, qui propose des scénarios en fonction des objectifs attendus, suivant 3 niveaux de maturité d'usage du BIM. Et peu importe le cas de figure et le périmètre de l'opération, BIM for Value apporte des solutions pour aider les acteurs du projet d'abord à s'organiser, finalement à mieux collaborer avec des règles claires et surtout à progresser dans leur pratique. L'autre que je souhaite présenter, c'est le socle, appuyé sur le socle R2S, c'est l'extension 4Grids. R2S 4Grids. C'est un label destiné aux bâtiments tertiaires sur toute leur durée de vie. Elle détermine les services à mettre en place en termes de maîtrise énergétique. Donc, par exemple, les services de pilotage énergétique pour l'aide à la décision et une meilleure gestion des équipements.
et aussi de flexibilité énergétique, c'est-à-dire des services d'adaptation pour moduler la consommation et la production en fonction du marché de l'énergie. En pilotant les données de consommation et de production d'énergie en fonction des usages, des besoins, mais aussi de la demande de l'offre du réseau, R2S for Grid offre le double avantage d'une réduction des contraintes techniques et d'une augmentation de l'intérêt financier. Alors, si ce label facilite le respect des réglementations telles que, d'une part, le décret tertiaire pour les bâtiments existants et la RE 2020 ou le décret BAX pour les bâtiments neufs, ce label repose avant tout sur un engagement volontaire pour aller vers plus d'ambition écologique, au-delà même des réglementations, mais en s'appuyant sur un numérique responsable et sobre, et avec des services adaptés par rapport au niveau de besoin. Vous pouvez retrouver tous ces éléments beaucoup plus détaillés sur le site de la SBA, bien évidemment. Dans un deuxième temps, je souhaite parler de low-tech et de frugalité. Parce qu'utiliser à bon escient les outils numériques sont indispensables. Et face à la réfaction des ressources primaires, ils doivent aussi nous aider à penser et à réaliser de nouveaux modèles du cadre bâti, bien plus sobres en général. Qu'elles soient innovantes ou non, les applications pour la production d'un bâtiment sobre et durable sont en effet toujours pleines de bon sens. Et là, on va faire un petit tour d'horizon non exhaustif avec 4 de ces applications. D'abord, l'architecture biomimétique, la démarche énergie strong, la géoénergie et le concept home. Alors, là, tout d'abord, l'architecture biomimétique. C'est une approche en plein essor qui consiste, comme vous savez, à s'inspirer des formes, des matières, mais aussi des propriétés, des processus et des fonctions du vivant pour penser, innover et agir autrement. Pour la France, d'ailleurs, elle est une filière d'excellence assez forte et d'un exceptionnel réseau de compétences académiques et aussi d'une capacité industrielle et entrepreneuriale de premier plan, à la fois en recherche et en innovation. L'architecture biomimétique est une philosophie contemporaine de la conception durable des bâtiments qui suit un ensemble de principes plutôt que des codes stylistiques. Non pas en reproduisant les formes naturelles, mais en comprenant les règles qui régissent ces formes. Et elle comprend 3 niveaux d'inspiration. 1, l'organisme. Donc, il est associé à une dimension de forme et peut être imité, soit dans son intégralité ou seulement en partie. 2, le comportement. Donc, associé à une dimension fonctionnelle et il est possible d'imiter un aspect du comportement ou l'ensemble du comportement et la relation avec le contexte. Et troisièmement, l'écosystème. Et là, il s'agit d'imiter les interactions des espèces entre elles et le fonctionnement global des écosystèmes. Par exemple, on peut penser les enveloppes des bâtiments comme les enveloppes multifonctionnelles des organismes vivants. D'ailleurs, cette idée a déjà été réalisée, par exemple, par le cabinet français XCU Architects, sous la forme d'une biofaçade. C'est ce qu'on voit à l'écran, l'image que vous voyez en haut à gauche de l'écran. Elle est composée de microalgues, fonctionnant sur le principe de panneaux solaires thermiques. Alors, elle est formée de 3 couches de vitraux, au sein desquelles un filet d'eau s'écoule de façon à nourrir les algues photosynthétiques. Les projets utilisant cette technique bio-inspirée sont présentés par le concepteur Anouk Legendre et Nicolas Desmazières comme étant la symbiose entre architecture et technologie. Donc, le biomimétisme, par la compréhension et l'imitation des systèmes vivants, et en particulier des écosystèmes, est une opportunité inédite pour repenser le bâtiment. De nombreux exemples existent déjà permettant de réaliser de sensibles économies de matière et d'énergie. Alors, soutenu par des outils numériques innovants, une stratégie bio-inspirée peut ainsi être employée pour l'accueil de la biodiversité, pour la gestion des flux ou encore une gestion efficace de l'énergie, alliant la réduction de consommation, l'augmentation
de la réutilisation et l'optimisation du stockage. Autre modèle vertueux, Energiesprong, qui est initié aux Pays-Bas en 2013, est une démarche européenne qui propose un standard de rénovation ambitieux à zéro énergie garantie sur 30 ans, basé sur une logique de préfabrication et d'industrialisation. Son objectif est d'accélérer et de massifier les opérations de rénovation énergétique très performantes, et elle est déployée, cette démarche, en France depuis 2016 par une équipe dédiée de la société Greenflex. L'objectif est d'opérer un véritable changement d'échelle et d'ambition de la rénovation énergétique dans le logement et le bâtiment plus globalement, en alignant les intérêts de tous les acteurs de l'écosystème, donc pouvoir public, financeurs, bailleurs sociaux, entreprises. Et pour cela, cette démarche propose un cahier des charges exigeant, orienté sur la performance et les résultats, plutôt que sur les moyens. On voit ici à l'écran le tableau récapitulatif des performances attendues, avec les 4 points, donc la satisfaction et le confort des occupants, les travaux réalisés en temps court et en site occupé, le niveau zéro énergie garanti sur 30 ans et tous usages, et un équilibre économique sans subvention à terme. En favorisant l'amélioration continue et collective des pratiques de rénovation et en apportant la visibilité sur l'état du marché, un baromètre de l'Observatoire Coût, Qualité et Impact des rénovations Energiesprong dresse un bilan des bénéfices et des progrès de ces rénovations à zéro énergie garantie, déployées en France depuis quelques années. Donc, d'après les chiffres donnés par Greenflex, sur 110 opérations réalisées représentant environ 6 000 logements, les bénéfices mesurés sont les suivants. 12 000 tonnes équivalent CO2 économisées sur l'usage à travers les projets activés, soit une réduction d'environ 75%. 1 million d'euros économisés par le système de soins grâce à la disparition de la précarité énergétique, dont 880 000 euros uniquement pour la sécurité sociale, et près de 4 000 emplois créés, directs et indirects, grâce aux 110 projets. Et pour mettre en perspective les bénéfices de ces rénovations, elles sont systématiquement comparées à 3 autres scénarios de gestion de patrimoine. D'abord, l'entretien et la rénovation à minima. Deuxièmement, la rénovation au niveau d'un bâtiment basse consommation PVC. Et enfin, troisièmement, comparé à la démolition et la reconstruction neuve d'un bâtiment. Le but est d'aider à arbitrer, dans une logique de coût-bénéfice, la part d'un patrimoine qui fait sens de rénover avec le niveau d'ambition d'Energisprong. Voilà, donc conçu en open source, Energiesprong s'appuie sur de nouvelles façons de concevoir et de rénover, permettant de diminuer les coûts et d'augmenter la qualité. La société Géosophie a adopté, elle, le principe de la géoénergie, qui joue sur l'inertie du sous-sol, dont la température reste constante et sans variation saisonnière. Elle consiste à aller puiser dans le sol sous terre, la fraîcheur en été ou la chaleur en hiver. Proche du principe de la géothermie profonde, elle est néanmoins plus vertueuse car elle utilise la propriété du sous-sol de conserver une température constante d'environ 12 à 15 degrés toute l'année, en dessous d'une profondeur de 5 mètres et jusqu'à quelques dizaines de mètres. Là où la géothermie profonde va sur plusieurs centaines de mètres d'une manière générale. Là aussi, c'est l'observation des espèces naturelles qui est réaffirmée donc, par Alice Chounier, qui est la fondatrice et la présidente de Géosophie, et qui aime à rappeler l'image des terriers constitués par certains animaux afin de demeurer au frais l'été et plus au chaud l'hiver. Le schéma à l'écran présente le système de circulation de l'eau à la température du sous-sol pour réchauffer ou rafraîchir un bâtiment à l'aide ou non d'une pompe à chaleur. Le préchauffage ou pré-rafraîchissement gratuit permet ainsi, donc d'après Géosophie,
Alors, de diviser par 10 les factures de chauffage et de climatisation des entreprises, foncières ou des bailleurs sociaux, de diviser leur consommation énergétique par 4 ou 5 et de réduire l'empreinte carbone d'un bâtiment jusqu'à 90%. Alors, Géosophie a breveté une plateforme SaaS qui met à disposition un moteur de recherche à partir d'une adresse web et qui permet de réaliser, d'une part, un diagnostic numérique pour déterminer de façon fiable quelles sont les caractéristiques du sous-sol. L'analyse s'effectue à partir du croisement des données du Bureau de recherche géologique et minière, donc le BRGM, les données du jumeau numérique du sous-sol français, avec les couches, les propriétés, l'eau. C'est une sorte de véritable GPS du sous-sol, donc. Et aussi avec les données de la base de l'Institut national de l'information géographique et forestière, donc IGN. Et cette fois, ce sont les données de surface et d'emprise du bâtiment et de sa parcelle. On a aussi le calcul des besoins du bâtiment sur une année, notamment l'apport solaire principalement. Et la possibilité de forer avec la recherche de réponses avec des questions simples et pragmatiques. Qu'est-ce qui est pris au sol? Qu'est-ce qui est remis dans le sol? Qu'est-ce qui est régénéré naturellement par le sol? Et troisièmement, on a un calcul prédictif des coûts d'investissement d'une installation, des revenus énergétiques, ainsi que la valorisation immobilière, la valeur verte, des installations géoénergétiques, de l'actif dans la perspective du décret tertiaire. Donc, l'offre de Géosophie, elle a déjà été distinguée plusieurs fois par des prix d'innovation, et elle a aussi convaincu déjà plusieurs grosses foncières telles que Covea Immobilier, mais aussi de grands propriétaires de patrimoines immobiliers tels que la SNCF ou la Caisse des dépôts et consignations. Dernière application de ce tour d'horizon, le concept Home. Alors, imaginez, mis au point par l'architecte Pascal Gontier, Home pour habitat ouvert et sur mesure, est un nouveau modèle de logement collectif. D'abord, il est capable d'offrir à ses habitants des logements adaptés à leurs besoins et à leurs désirs et dotés de façades fortement personnalisées. Il interroge non seulement les modes de conception, mais aussi le rôle de l'architecte dans la société. Il implique les futurs habitants sans être pour autant un habitat participatif et il est adapté aux évolutions. Et pour ça, Pascal Gontier s'appuie sur la méthode qu'il a déployée, qui s'appelle Bespoke Open Building, pour Bob, et le logiciel Bob Taylor, qui littéralement signifie tailleur de pierre ouvert sur mesure. Et cela, pour organiser deux entités distinctes, donc on va trouver l'architecture primaire tout d'abord, et puis l'architecture secondaire, ainsi qu'un dispositif de régulation qui permet la création de façades sur mesure. L'architecture primaire constitue l'entité collective et pérenne du bâtiment. Elle comprend la structure primaire, les parties communes et les gaines. Et l'architecture secondaire, quant à elle, c'est un ensemble pluriel composé de la somme des parties privatives avec leurs différentes façades et leur prolongement extérieur. Et c'est cet ensemble qui est visible depuis l'extérieur. Les logements sur mesure sont créés à partir d'un double processus. Un, la formation des entités domestiques à partir de l'addition horizontale ou verticale de différents lots. Et deuxièmement, l'agencement de chacune de ces entités. Et alors, le dispositif de régulation de la peau extérieure permet à chacun des habitants de bénéficier au maximum de liberté pour créer la façade de son logement, avec ses balcons, ses loggias ou les vérandas qui s'y rapportent, dans un cadre qui préserve les droits des voisins. Et pour ça, il est composé de deux outils complémentaires. Tout d'abord, les règles de composition, qui, elles, traitent les questions d'ensoleillement, de vue et d'intimité. Et la bibliothèque des éléments de façade, qui, elle, vise à la rationalité des façades et de leur prolongement, ainsi qu'à l'harmonie générale du bâtiment. Donc, finement réfléchi en amont, cet outil apporte simultanément la rigueur nécessaire du cadrage de la conception et la souplesse des solutions permises aux habitants, visant à faire naître un bâtiment à leur image.
En conclusion, l'ambition d'une sobriété globale. Alors, le bâtiment intelligent représente une juste articulation et un équilibre subtil des high-tech et des low-tech, qui permettent d'accroître la qualité de vie des habitants tout en préservant leur lieu de vie. L'approche technocentrée laisse place aujourd'hui à la volonté de remettre l'humain au cœur des projets afin de répondre en premier lieu aux besoins des habitants. Et nous trouvons ici un principe de base de la sobriété. Pour être intelligent, le bâtiment de demain se doit être à la croisée de toutes les économies. D'abord, premièrement, une conception bioclimatique ingénieuse, avec un emploi raisonné de matériaux écosourcés et d'énergie, permettant l'économie de ressources et la frugalité de sa construction ou bien de sa rénovation. Deuxièmement, une démarche d'ouverture dans laquelle la maîtrise d'usage des données génère le développement d'une économie de la donnée, basée à la fois sur l'open data et l'interopérabilité, et sur un écosystème numérique vertueux et respectueux des libertés individuelles. Et en troisième point, selon le modèle d'économie de la fonctionnalité, ce n'est désormais plus la propriété des biens qui est proposée, mais son usage. Et ça, c'est une citation du magazine Bâti Actu du 4 septembre 2018. Et l'Observatoire de l'immobilier durable, l'OID, avance même le concept de chronotopie, donc qui consiste à alterner les fonctions d'un même espace suivant les heures de la journée, où des espaces de restauration se transforment par exemple en zone de coworking. L'impact de ces organisations sur la qualité de travail, pour l'instant, semble avoir été assez peu étudié, mais cette optimisation serait sans doute bénéfique aux occupants. Le bâtiment doit être conçu ou repensé comme un organisme vivant intégré, adapté à son milieu et capable de fournir des services écosystémiques comme accueillir la biodiversité, assurer une bonne qualité d'air, purifier et stocker les eaux de pluie ou bien convertir la lumière du soleil en énergie réutilisable. Cela encourage la transformation vers des comportements de consommation et des stratégies de production plus durables et résilients. Les low-tech sont une voie de solution à la sobriété, mais celle-ci doit être systémique, en écartant les modèles obsolètes et en soutenant une économie nouvelle fondée sur l'usage et la fonctionnalité. Alors pour conclure, je dirais que l'innovation dans les technologies visant la sobriété tout en améliorant le confort et le bien-être est un outil indispensable pour atteindre la neutralité carbone et des stratégies publiques fortes doivent être mises en place pour favoriser leur émergence et les soutenir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Alain Peuvaud pour votre présentation. Alors je réitère pour les participants, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et comme ça je pourrai les poser directement à Alain Peuvaud. Alors j'ai une première question sur la réglementation. Alors attendez, je vais essayer de la décrypter. Décret tertiaire et BACS n'a pas été abordé. Quel est le lien avec le smart building et idem pour la gestion technique du bâtiment? Question de Denis Rondeau. Oui. Alors, eh bien, donc que ce soit donc pour les bâtiments neufs ou la rénovation de bâtiments, donc on a un certain nombre de réglementations et que le smart building. Alors, là, je parlais tout à l'heure aussi du jumeau numérique, qui est une des composantes du smart building. Eh bien, avec toutes ces caractéristiques, ils vont permettre c'est un peu ce que j'ai décrit tout au long de la présentation, va permettre de pouvoir répondre à des enjeux à la fois en termes énergétiques notamment, et puis les divers enjeux aujourd'hui qui sont énergétiques, bilan carbone, etc., enfin, sur le bâtiment. Donc ça va reprendre les divers éléments qui sont inscrits dans ces décrets. Je vous remercie. Alors j'ai reçu d'autres questions.
Euh, Quelles technologies de communication sont couramment utilisées pour la connectivité des appareils et des capteurs dans les bâtiments intelligents? Alors là, on rentre sur l'aspect purement technique et technologique. C'est vrai que je n'ai pas abordé ces éléments. Donc, le sujet était plus transverse là, hein, sur l'aspect. Moi, ce que j'ai voulu montrer ici sur cette présentation, c'est faire le lien entre le high-tech, qui est souvent présenté par le smart building, justement, comme j'ai démarré la présentation avec le bâtiment connecté et interopérable. Et je vais vous faire le lien avec tout ce qui est low-tech, pour montrer qu'un bâtiment intelligent ne suffisait pas simplement à être connecté. Pour ce qui est de la connectivité, il y a tout un tas de. Enfin, en fait, des divers systèmes fonctionnent, mais moi, je ne suis pas un expert de la connectivité et des systèmes de connectique du bâtiment. Donc, je renverrai plutôt à des experts, notamment, par exemple, qu'on peut trouver au sein de la SBA, et, et qui notamment donnent des réponses très précises euh, sur le ready to service, par exemple. On a tout ce qui doit être dans ce référentiel, tout est décrit en termes de connectivité et de réseau. Merci beaucoup. Alors j'ai peut-être une question qui est peut-être aussi un peu technique et qui entre peut-être un peu trop dans les détails. Euh, Pouvez-vous expliquer comment l'automatisation des processus de maintenance préventive est réalisée dans les bâtiments intelligents et comment cela impacte la durabilité et la rentabilité? Ah, ouais, c'est encore une question aussi très complexe, mais oui, oui, parce qu'en fait, l'exploitation elle-même comprend énormément d'axes. Donc, euh, euh, en termes de rentabilité, par exemple, le fait simplement d'avoir une bonne connaissance de toutes ces surfaces, de suivre précisément ces, c'est les énergies, euh, les dépenses énergétiques, pardon. Euh, pratiquement tous les axes de l'exploitation d'un bâtiment, on peut gagner en gains, on peut faire des gains de dépenses. Donc, globalement, on aura bien un gain financier qui sera réalisé. Alors évidemment, tout ça, ça passe par la mise en place de capteurs mais bien positionnés, et puis ensuite derrière une bonne analyse des données, et justement avec des données qui vont être euh, très précises, notamment qui vont passer au travers du BOSS pour être exploitées de façon très fine. Et il y a des tas, enfin, c'est vraiment très complexe. Et d'ailleurs, c'est difficile de donner une réponse en quelques mots comme ça. Et d'ailleurs, sur le sujet, je peux faire référence à un premier article que j'avais écrit pour justement les éditions du Moniteur, là, pour un article d'un complément technique. C'était en 2020. L'apport du numérique pour l'optimisation d'un patrimoine immobilier tertiaire. Et là, je trace sur divers points tous les aspects sur lesquels on peut aussi bien gagner sur le plan environnemental, bien évidemment, et aussi sur le plan économique. Merci beaucoup, Alain. Euh, j'ai une question. Vous avez parlé d'architecture biomimétique. Ouais. Et je voulais savoir si on a des exemples d'architecture biomimétique intégrale. Là, vous avez pris comme exemple donc une partie d'un bâtiment, donc avec les vitres, avec les microalgues, hein, si je me trompe pas. Est-ce qu'il y a un bâtiment intégralement construit en architecture biomimétique? Et est-ce que ça marche? Est-ce que, le smart building fonctionne en soi? Oui, enfin, en tout cas, il y a déjà des exemples, notamment j'ai cité tout à l'heure
à Anouk Legendre et Nicolas Desmézières, donc de XTU Architects, qui eux ont réalisé plusieurs bâtiments de ce type. Ça a commencé par des prototypes qui avaient été installés, je crois, à l'université de Saint-Nazaire. Mais alors, architecture intégrale volumétrique, je ne sais pas précisément si on peut parler de ça. En tout cas, eux, ils avaient fait un travail avec une tour végétale, avec tout un travail sur la biodiversité, avec les arbres qui intègrent la façade. Également une tour biotechnologique où les procédés développés étaient mis en scène pour réguler la température du bâtiment, donc en toute saison. Et puis là, ça leur permettait de gagner d'ailleurs pas mal, enfin 40 à 50% d'énergie, d'économie d'énergie. Il y a d'autres exemples qu'on peut trouver, par exemple, au quartier de la Défense, de l'agence Béchu et Associés, donc sur une tour. Et cette fois-là, il s'agit d'une exostructure en acier. Alors, je n'ai pas en tête toute la description, mais il y a plusieurs types d'architecture biomimétique. Et intégrale, je ne sais pas. L'architecture biomimétique, dans l'histoire, c'est d'abord l'architecture vernaculaire qui est basée sur l'autoconstruction. Il y a aussi l'architecture solaire, bien sûr, qui utilise au maximum les apports solaires et la terre comme masse thermique. Voilà, c'est l'architecture organique. Voilà, donc qui va réaliser une intégration dans son environnement. On parle aussi d'architecture biomorphique qui est vraiment influencée par la forme des animaux ou des végétaux. Donc voilà un petit peu ce qu'est l'architecture biomimétique. Après, s'il en existe des exemples d'une architecture globale, je ne sais pas, je ne sais pas y répondre. Mais il faudrait peut-être poser aussi la question aux architectes qui, eux, comme XTU Architectes, sur leur projet. Est-ce que c'est Je vous remercie. global dans l'éthique? Merci beaucoup, Alain, pour votre réponse. J'ai une dernière question. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver par la suite. Vous avez parlé de la géoénergie, qui notamment divise la facture énergétique et l'empreinte carbone. Est-ce que vous auriez une idée de à combien est chiffrée en fait sa mise en place pour un bâtiment? Alors là, pareil, je n'ai pas de chiffres. Pour ça, il faudrait, mais je peux donner une réponse, pas aujourd'hui, mais en me rapprochant d'Alice Chunier, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et d'interviewer, qui met en place qui met en place sa solution. Hein. Donc non, je n'ai pas de chiffres, je ne peux pas m'aventurer dans des chiffres. Donc non, je n'ai pas de chiffres à donner aujourd'hui. Mais pour les personnes qui souhaitent plus d'informations, je pourrais leur communiquer et les mettre en relation avec Alice Chunier directement. Eh ben, très bien. Bon, écoutez, j'ai pas d'autres questions pour l'instant, mais en tout cas, effectivement, donc si vous voulez évidemment avoir plus d'informations sur le smart building, vous pouvez donc contacter Alain Peuvaud par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, alain.peuvaud1@outlook.com. Et vous pouvez évidemment aussi le contacter sur son réseau LinkedIn. Et surtout, n'hésitez pas non plus à vous référer à l'article paru dans le numéro 88 des dossiers techniques de la construction sur le smart building, donc écrit évidemment par Alain Peuvaud, le numéro qui date de la fin de l'année 2022. Juste avant de nous quitter, un petit mot pour les abonnés. Vous pouvez retrouver cette présentation sur Keox en replay dans votre espace abonné dans les tout prochains jours. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas Alain Peuvaud pour votre présentation et merci à vous qui avez suivi ce webinaire. Oui, vous voulez dire un mot, Alain? J'allais dire simplement aussi, et je remercie pour ça les éditions du Moniteur, pour le prochain article à paraître, qui sera dédié au territoire cette fois. Donc, je sors la zone de confort qui est le bâtiment pour aller vers les territoires. Et donc, toujours dans les articles des dossiers techniques de la construction, ça va paraître en décembre, hein, je crois. Exactement. Voilà.
Donc c'est un dossier sur notre territoire aménagé en 2 mots, développer un nouveau contact avec le vivant. Donc on est dans le même ordre d'esprit, enfin dans le même concept, mais élargi à l'échelle du territoire. Voilà. Exactement. Donc, ce prochain numéro des dossiers techniques de la construction va apparaître en décembre prochain. Je vous remercie beaucoup et pour les abonnés, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau rendez-vous expert Keox, cette fois-ci au sujet de la transition énergétique des bâtiments et qui vous sera présenté par Agnès Had de la société d'ingénierie indépendante Alternet, qui est spécialisée dans les domaines techniques du bâtiment. Voilà, merci encore une fois à toutes et tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.